À peine 180 secondes. Et pourtant, ces quelques instants ont suffi à bouleverser durablement le regard que la planète porte sur la France et les États-Unis. Donald Trump venait tout juste d'achever une charge d'une rare violence contre Sébastien Lecornu, sous les yeux des chefs d'État réunis au G20. Convaincu d'avoir définitivement rabaissé ce Premier ministre encore jeune, il fixait son interlocuteur avec ce rictus sûr de lui qui a fait sa marque. Autour de lui, ses conseillers affichaient déjà des mines satisfaites, persuadés que comme tant d'autres dirigeants européens auparavant, le français allait plier, se confondre en excuses ou se murer dans le silence. Dans leur esprit, la partie était gagner un point de plus arraché à une Europe qu'ils jugeaient vacillante. Pourtant, la suite allait déjouer tous les scénarios imaginés et redessiner à elle seule une page entière de la diplomatie contemporaine. Lecornu s'est levé lentement avec cette élégance française qui contrastait si fortement avec la brutalité américaine. Il a regardé Trump droit dans les yeux, sans ciller, sans trembler, et a prononcé des mots qui ont fait trembler la salle et provoqué l'une des plus grandes humiliations diplomatiques de l'histoire moderne. Ce n'était pas une simple réponse politique. Ce n'était pas une défense maladroite ou une contre-attaque désespérée, c'était quelque chose de bien plus puissant le moment où la France a rappelé au monde entier qu'elle ne se laisse intimider par personne, pas même par le président des États-Unis. En 3 minutes, un homme de 39 ans allait réussir ce que des décennies de diplomatie européenne n'avaient jamais accompli, faire taire Donald Trump et restaurer le respect pour la voix française dans le concert des nations. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé ce jour-là au sommet du G20 à Rio de Janeiro, il faut remonter quelques semaines en arrière quand la France traversait l'une des crises les plus graves de son histoire récente et que Trump croyait pouvoir exploiter cette faiblesse apparente pour humilier publiquement l'Europe tout entière. Septembre 2000, la France était en ébullition totale. Les manifestations bloquaient et paralysaient non seulement Paris, mais toutes les grandes villes du pays, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, partout. Les rues étaient envahies par des cortèges de manifestants exigeant des changements radicaux. L'économie vacillait dangereusement avec des grèves dans tous les secteurs stratégiques. Les transports étaient à l'arrêt, les hôpitaux fonctionnaient au ralenti, même les écoles fermaient leurs portes. Le CAC 40 perdait des points chaque jour. Les investisseurs étrangers commençaient à fuir. Et la dette française explosait sous la pression des dépenses d'urgence. Dans ce chaos généralisé, la chute spectaculaire du gouvernement Bayrou avait plongé le pays dans une instabilité politique majeure. François Bayrou, ce vétéran de la politique française, avait été balayé par une motion de censure historique qui avait réuni l'extrême gauche et l'extrême droite dans un front commun inédit. Les images de sa dernière intervention à l'Assemblée, les larmes aux yeux, avaient fait le tour du monde, donnant l'impression d'un pays au bord de l'effondrement. C'est dans ce contexte absolument chaotique que Sébastien Lecornu, à seulement 39 ans, avait été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Une nomination qui avait surpris absolument tout le monde et que beaucoup considéraient comme un pari risqué, voire désespéré du président de la République. Lecornu n'était pas un politique traditionnel. Certes, il avait été ministre, mais il venait du monde de l'entreprise, de la gestion concrète. Beaucoup le voyaient comme un technocrate sans charisme, incapable de faire face à la tempête politique qui secouait la France. Les médias français eux-mêmes doutaient de ce choix, parlant de dernière carte de Macron et de paris impossibles. Et pourtant, dès ses premiers jours à Matignon, Lecornu avait montré une détermination et une habileté politique qui avaient surpris ses plus féroces détracteurs. Trump observait cette situation depuis Washington avec un intérêt grandissant et une satisfaction à peine dissimulée. Pour lui, c'était l'occasion rêvée de s'en prendre à la France. Ce pays qui osait depuis des années critiquer sa politique, résister à ses demandes et donner des leçons de démocratie au monde entier. La France de De Gaulle qui avait dit non à l'Amérique, la France de Chirac qui s'était opposée à la guerre en Irak, la France de Macron qui critiquait sa politique climatique, tous ces affronts étaient restés en travers de la gorge de Trump. Maintenant que le pays semblait affaibli, c'était le moment de la revanche. La France s'effondre complètement. Tweetait-il régulièrement depuis son compte personnel suivi par des centaines de millions d'abonnés. Leur nouveau Premier ministre est un parfait débutant. Très triste situation. Les Français méritent mieux que ce chaos. Ces attaques répétées étaient diffusées en continu. Les ambassadeurs se convoquaient mutuellement. Les déclarations officielles se succédaient. Mais Trump ne comptait pas s'arrêter aux réseaux sociaux et aux escarmouches diplomatiques traditionnelles. Dans son bureau à la Maison-Blanche, entouré de ses conseillers les plus fidèles, il préparait quelque chose de beaucoup plus spectaculaire pour le prochain sommet du G20.
Steve Bannon, son ancien stratège revenu dans son cercle rapproché, lui avait soufflé l'idée. Donald imagine l'impact si tu humilies publiquement ce jeune Français devant tous les dirigeants mondiaux. Fox News, BBC, tous diffuseront en direct. Le monde entier verra que l'Amérique reste la seule vraie superpuissance et que l'Europe n'est qu'un continent incapable de gérer ses propres problèmes. L'idée avait séduit Trump immédiatement. Dans son esprit humilié publiquement, le cornu devant tous les dirigeants mondiaux enverrait un message clair et définitif. La France était affaiblie, l'Europe était déclinante et l'Amérique restait la seule superpuissance crédible capable de diriger le monde occidental. Il voyait déjà les titres des journaux du lendemain, les analyses télévisées, les commentaires admiratifs sur sa performance diplomatique. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'aucun de ses conseillers ne pouvait imaginer, c'est que le cornu se préparait lui aussi à cette confrontation inévitable, mais avec une approche complètement différente. Pendant que Trump planifiait son offensive médiatique, le premier ministre français travaillait dans l'ombre avec une équipe restreinte de ses plus fidèles collaborateurs. Dans le plus grand secret, le cornu avait réuni dans son bureau de Matignon une cellule de crise composée des meilleurs experts français en géopolitique et en communication. Il y avait là Hubert Védrine, l'ancienne ministre des Affaires étrangères dont l'expérience diplomatique était légendaire, Jean-David Lévite, ancien ambassadeur à Washington qui connaissait parfaitement les ressorts de la politique américaine, et Sylvie Goulard, spécialiste reconnue des relations transatlantiques. Ensemble, ils avaient analysé méticuleusement tous les discours de Trump, ses faiblesses, ses contradictions, ses mensonges répétés. Ils avaient épluché chaque tweet, chaque déclaration, chaque interview pour identifier les failles dans l'armure du président américain. Monsieur le Premier ministre avait dit, Védrine, lors d'une de ses réunions secrètes, Trump fonctionne sur l'intimidation et l'improvisation. Il compte sur l'effet de surprise et la brutalité de ses attaques pour déstabiliser ses adversaires, mais il a un point faible majeur, il ne supporte pas qu'on lui résiste avec intelligence et préparation. Si vous restez calme et factuel, si vous retournez ses accusations contre lui avec précision, il perdra ses moyens. C'était exactement ce que Lecornu comptait faire. Pendant des semaines, il avait travaillé ses arguments, mémorisé les chiffres, préparé ses répliques. Il savait que cette confrontation aurait lieu et il était déterminé à ce qu'elle tourne à l'avantage de la France. Mais plus que de la technique, c'était une question de fierté nationale et de dignité républicaine. Le Premier ministre français ne pouvait pas laisser passer les humiliations répétées de Trump sans réagir fermement. Les enjeux étaient énorme guerre en Ukraine, crise économique mondiale, tensions commerciales. Mais tous les regards étaient rivés sur la potentielle confrontation entre Trump et Lecornu. Les journalistes du monde entier avaient fait le déplacement, sentant qu'il allait se passer quelque chose d'exceptionnel. La première journée se déroula dans une tension palpable mais sans incident majeur. Trump et Lecornu s'évitèrent soigneusement, échangeant tout au plus quelques politesses glaciales lors des séances photo officielles devant le Christ Rédempteur et sur les plages de Copacabana. Les photographes internationaux mitraillaient chaque regard, chaque geste, chaque expression de visage à la recherche du moindre signe de tension entre les deux hommes. Quand ils se trouvaient dans la même pièce, l'atmosphère devenait électrique. Les autres dirigeants le sentaient et adaptaient leur comportement en conséquence. Angela Merkel, dans ses derniers mois de mandat, observait la situation avec l'œil expert de quelqu'un qui avait elle-même affronté Trump pendant 4 ans. Emmanuel Macron, officiellement présent mais politiquement affaibli par la crise française, assistait en spectateur à cette montée des tensions entre son premier ministre et le président américain. Le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine, habitués eux aussi aux provocations trumpiennes, regardaient cette situation avec un intérêt amusé, se demandant si l'Europe allait enfin trouver en Lecornu le leader capable de tenir tête à l'Amérique. Mais le deuxième jour, lors de la session matinale consacrée à la sécurité internationale et aux questions de défense collective, particulièrement centrées sur l'OTAN et la situation ukrainienne, Trump décida qu'il était temps de passer à l'offensive. Il avait choisi ce moment précisément parce que le sujet permettait de critiquer ouvertement la position française sur l'Ukraine et l'OTAN, des dossiers sur lesquels il pensait pouvoir facilement déstabiliser et humilier le premier ministre français devant tous les dirigeants mondiaux. Dans l'esprit de Trump, c'était le terrain parfait pour montrer la supériorité américaine et l'inconsistance européenne. À 14h30 précise, dans l'immense salle de conférence de l'hôtel Windsor Barra décoré aux couleurs du Brésil, quand vint son tour de prendre la parole selon l'ordre alphabétique traditionnel des pays.
Trump se leva avec cette assurance caractéristique qui masquait souvent ses faiblesses, mais impressionnait toujours ses partisans. Il portait ce jour-là son costume bleu marine habituel, sa cravate rouge signature et affichait ce sourire carnassier qu'il réservait généralement à ses adversaires politiques les plus détestés. Autour de la table circulaire, les 19 autres dirigeants du G20+, les représentants de l'Union européenne l'observaient avec attention. Chacun savait que Trump n'était jamais aussi dangereux que quand il se sentait en position de force et qu'il flairait la faiblesse chez un adversaire. Il commença par les généralités habituelles sur la nécessité absolue de l'unité occidentale face aux menaces multiples qui pesaient sur le monde libre. Puis, progressivement, comme à son habitude quand il voulait porter un coup fatal, son discours devint plus agressif, plus personnel, plus ciblé. Sa voix prit cette intonation particulière à la fois méprisante et théâtrale qu'il utilisait dans ses meetings de campagne pour ridiculiser ses adversaires devant ses supporters en délire. Certains de nos alliés européens, commença-t-il en regardant directement le cornu, semblent avoir oublié ce que signifie vraiment l'engagement envers l'OTAN et la défense de la démocratie. L'attaque était à peine voilée. Tout le monde dans la salle comprit qu'il parlait de la France. Nous voyons des pays qui hésitent à soutenir pleinement l'Ukraine, qui tergiversent sur les livraisons d'armes, qui préfèrent de la diplomatie molle à l'action ferme. Sa voix se durcit, et pendant ce temps, leurs gouvernements s'effondrent, leurs économies vacillent, et leurs citoyens descendent dans la rue parce qu'ils n'ont plus confiance en leurs dirigeants. C'était un coup direct contre l'écornu et la situation française. Trump continuait de plus en plus à l'aise. Comment peut-on faire confiance à des partenaires qui ne savent même pas maintenir l'ordre chez eux? Comment peut-on compter sur des leaders qui changent tous les 6 mois? Il marqua une pause théâtrale, savourant l'effet de ces mots. L'Amérique a toujours été là pour défendre la liberté. Nous avons libéré l'Europe en 1944. Nous l'avons protégée pendant la guerre froide et aujourd'hui encore nous portons le fardeau principal de la défense occidentale. Pendant que d'autres parlent, nous agissons. Le message était clair, les États-Unis étaient les vrais leaders, la France n'était qu'un partenaire de second plan en pleine décadence. Trump pensait avoir marqué un point décisif. Il s'assit avec un sourire satisfait, certain d'avoir mis le cornu dans l'embarras devant tous les dirigeants mondiaux. Dans la salle, on pouvait sentir la tension. Les autres leaders ne savaient pas où regarder. Certains semblaient gênés par la brutalité de l'attaque. D'autres attendaient avec curiosité la réaction française. Le cornu lui était resté parfaitement immobile pendant tout le discours de Trump. Son visage ne trahissait aucune émotion, aucune colère, aucune surprise. Il prenait des notes, l'air concentré, presque indifférent aux provocations américaines. Cette attitude déconcerta Trump qui s'attendait à voir le premier ministre français se troubler ou se défendre maladroitement. Quand le modérateur demanda s'il y avait des réponses aux points soulevés, le cornu leva calmement la main. « Monsieur le président Trump, commença-t-il d'une voix posée, je vous remercie pour cette intéressante leçon d'histoire américaine. Permettez-moi de vous en donner une en retour. » Trump fronça les sourcils. Ce n'était pas le ton qu'il attendait. Le cornu ne semblait ni intimidé ni sur la défensive. Au contraire, il y avait dans sa voix une assurance tranquille qui commençait à inquiéter le président américain. « Vous parlez de 1944 et de la libération de l'Europe ?» poursuivit le cornu en se levant lentement. « C'est une référence que vous aimez beaucoup utiliser. Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire sur quelques détails que vous semblez avoir oubliés. » Il marqua une pause, laissant le silence s'installer. En 1944, M. Trump, les États-Unis sont effectivement intervenus en Europe. Mais savez-vous quand exactement en juin 1944? La guerre avait commencé en septembre 1939. Cela fait, laissez-moi calculer, presque 5 ans pendant lesquels l'Amérique regardait l'Europe brûler. Le ton restait courtois, mais chaque mot portait. Pendant ces 5 années, M. Trump, savez-vous qui résistait déjà à la France? Savez-vous qui se battait dans les colonies africaines? Savez-vous qui organisait la résistance depuis Londres de la France? Trump commençait à s'agiter sur sa chaise. Cette leçon d'histoire ne se déroulait pas comme prévu. Vous parlez de fardeau de la défense occidentale, continua le cornu imperturbablement. Parlons-en du fardeau.
Savez-vous quel pays européen consacre le plus gros pourcentage de son PIB à l'aide militaire à l'Ukraine? Ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas l'Italie, c'est la France. Et il sortit quelques notes de sa poche. 2,1% de notre PIB en aide militaire directe à l'Ukraine, les États-Unis, 1,7%. Qui porte vraiment le fardeau, Monsieur Trump? La salle était maintenant suspendue aux lèvres de l'écornu. Même les traducteurs semblaient captivés par cet échange extraordinaire. Vous vous moquez de nos gouvernements qui changent? Le cornu sourit légèrement. Permettez-moi de vous rappeler qu'en démocratie, les gouvernements changent quand le peuple le souhaite. C'est ce qu'on appelle l'alternance démocratique. Vous devriez essayer, c'est assez rafraîchissant. Le coup était rude. Trump rougissait visiblement. Mais puisque vous aimez parler de stabilité, poursuivit le cornu, parlons de la stabilité américaine. Combien d'investigations judiciaires à votre encontre en ce moment? Combien de procès? La France est-elle vraiment le pays le moins stable dans cette salle? Trump tenta d'intervenir. C'est du fake news, c'est... Mais le cornu l'interrompit poliment mais fermement. Monsieur Trump, vous avez eu votre temps de parole. Permettez-moi de finir. L'autorité tranquille du Premier ministre français impressionna toute l'Assemblée. Vous nous reprochez de ne pas soutenir assez l'Ukraine. Le cornu haussa légèrement le ton. La France a livré des chars Leclerc quand l'Amérique hésitait encore. La France a formé 7000 soldats ukrainiens sur son sol. La France a accueilli 200 000 réfugiés ukrainiens. Et vous, Monsieur Trump, qu'avez-vous fait exactement pour l'Ukraine ces derniers mois, à part critiquer vos alliés? Le silence dans la salle était maintenant total. Trump semblait chercher ses mots, ce qui était rare pour lui. Mais le plus fascinant dans votre intervention, continua le cornu avec un calme olympien, c'est cette obsession américaine de toujours donner des leçons à tout le monde. Vous nous expliquez comment diriger nos pays, comment faire de la diplomatie, comment défendre nos valeurs. Permettez-moi une question simple qui vous a donné cette autorité morale. Trump essaya de répondre. L'Amérique est le leader du monde libre? Le leader du monde libre? Le cornu l'interrompit avec un sourire ironique. Celui qui a menacé de sortir de l'OTAN, celui qui a retiré ses troupes d'Afghanistan en abandonnant ses alliés, celui qui impose des droits de douane à ses propres partenaires. Quelle leçon extraordinaire! Les autres dirigeants échangèrent des regards stupéfaits. Jamais ils n'avaient vu quelqu'un tenir tête à Trump avec une telle élégance et une telle efficacité. Mais vous savez quoi, Monsieur Trump? Le cornu se pencha légèrement vers l'avant. La vraie différence entre nous, ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas la puissance militaire, ce n'est même pas l'économie. La vraie différence, c'est le respect. Il marqua une nouvelle pause, laissant ses mots résonner. La France respecte ses alliés. La France ne menace pas ses partenaires. La France ne fait pas de chantage à ses amis. La France ne fait pas de Twitter la base de sa diplomatie. Trump était livide. Il tenta un dernier assaut. La France est finie. Votre économie s'effondre. Vos villes brûlent. Nos villes brûlent! L'écornu éclata d'un rire franc. Monsieur Trump, avez-vous regardé les images de vos propres villes américaines récemment, Detroit, Baltimore, San Francisco? Parlons-nous vraiment de villes qui brûlent? Il redevint sérieux. Mais surtout, Monsieur Trump, vous confondez la démocratie avec l'effondrement. Quand les Français manifestent, c'est parce qu'ils ont encore confiance en leur démocratie pour changer les choses. Quand les Américains manifestent, c'est souvent parce qu'ils n'ont plus confiance en rien. Et là, le cornu porta le coup final, celui qui allait marquer l'histoire de cette confrontation, mais pas du tout comme Trump l'espérait. Vous voulez savoir quelle est la vraie force de la France, Monsieur Trump? Sa voix se fit plus grave, plus solennelle, chargée de toute l'histoire et de la dignité de la République française. C'est que nous n'avons jamais eu besoin de construire des murs pour nous protéger de nos voisins. C'est que nous n'avons jamais eu besoin de menacer nos alliés pour qu'ils nous respectent. C'est que nous n'avons jamais eu besoin de mentir systématiquement à notre peuple pour garder le pouvoir. Le silence qui suivit était si profond qu'on aurait pu entendre voler une mouche dans cette immense salle de conférence. Les caméras de télévision captaient chaque expression, chaque réaction, chaque battement de cœur des protagonistes. Trump, pour la première fois de sa longue et tumultueuse carrière politique, était littéralement sans voix.
Il ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau sans qu'aucun son intelligible ne sorte. Ses conseillers assis derrière lui étaient tétanisés. Ils n'avaient jamais vu leur patron dans un tel état de sidération et d'impuissance. Et voilà la vraie différence fondamentale entre nos deux pays, Monsieur Trump, continua le cornu avec un calme olympien qui contrastait de façon saisissante avec l'agitation visible du président américain. La France assume pleinement ses difficultés et travaille courageusement à les résoudre dans la transparence démocratique. L'Amérique, sous votre direction, préfère systématiquement nier ses problèmes structurels et accuser constamment les autres de tous ses maux. Le cornu se rassit alors calmement comme s'il venait simplement de commenter la météo ou de donner l'heure. J'espère sincèrement que cette petite leçon d'histoire contemporaine et de diplomatie élémentaire vous aura été utile, Monsieur Trump. Nous pouvons maintenant revenir au vrai sujet important qui intéresse concrètement nos peuples et l'avenir de la planète. L'effet fut absolument immédiat et spectaculaire au-delà de toutes les espérances. Tout le monde dans cette salle historique réalisait qu'il venait d'assister à quelque chose d'absolument exceptionnel et de probablement unique dans les annales de la diplomatie internationale. Un homme de 39 ans, Premier ministre d'un pays traversant une crise majeure, venait de donner une leçon magistrale et définitive au président des États-Unis devant tous les dirigeants les plus puissants du monde. Et le plus impressionnant dans cette performance éblouissante, c'est qu'il l'avait fait avec une classe, une intelligence, une élégance et une précision qui forçaient le respect et l'admiration même de la part de ceux qui n'aiment pas particulièrement la France ou sa politique. Les réactions dans la salle ne se firent pas attendre une seule seconde. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui avait écouté cet échange extraordinaire avec une attention passionnée, fut le tout premier à réagir. Il se leva lentement de sa chaise et commença à applaudir d'abord doucement puis de plus en plus fort, avec une solennité et une gravité qui montraient à quel point il était impressionné par la performance du Premier ministre français. Son applaudissement n'était pas de la simple politesse diplomatique. C'était un hommage sincère à un homme qui venait de défendre avec brio les valeurs démocratiques et la dignité européenne. Puis le premier ministre canadien Justin Trudeau se joignit immédiatement à lui, suivi presque instantanément par la chancelière allemande Angela Merkel qui, malgré ses relations parfois compliquées avec la France, ne pouvait qu'admirer la maîtrise diplomatique dont elle venait d'être témoin. En quelques secondes seulement, c'était un véritable raz-de-marée d'applaudissements qui déferlait dans la salle. Tous les dirigeants présents, à l'exception notable de Trump lui-même et de quelques rares alliés traditionnels et inconditionnels des États-Unis, applaudissaient le Premier ministre français avec un enthousiasme et une sincérité qui n'avaient rien de protocolaire. Même Vladimir Poutine et Xi Jinping, pourtant peu enclins aux démonstrations d'émotions publiques, esquissaient des sourires approbateurs. C'était un moment historique. L'Europe venait de retrouver sa voix face à l'Amérique trumpiste. Trump, rouge de colère et d'humiliation comme jamais personne ne l'avait vu auparavant, quitta précipitamment la salle sans un mot, sans un regard, sans même essayer de sauver la face par une dernière réplique. Ses conseillers les plus proches, visiblement paniqués par cette débâcle diplomatique sans précédent, tentaient de le rattraper dans les couloirs en murmurant des excuses embarrassées aux autres délégations et en promettant que le président était simplement fatigué par le décalage horaire. Mais personne n'était dupe. Le mal était fait, et il était irréparable. Pour la première fois de sa tumultueuse carrière politique, Donald Trump venait d'être publiquement et spectaculairement humilié par un dirigeant étranger, et ce dans les conditions les plus officielles et les plus médiatisées qui soient. Dans les heures qui suivirent immédiatement cet échange historique, l'onde de choc se propagea à la vitesse de l'éclair dans le monde entier. Les réseaux sociaux explosèrent littéralement sous le volume des réactions. Le hashtag #LesCornus_DestroyTrump devint tendance mondiale numéro 1 en moins de 2 heures seulement, battant tous les records de viralité jamais enregistrés sur Twitter, Facebook, Instagram et TikTok. Les vidéos de l'échange filmées sous tous les angles par les caméras officielles du G20 et les journalistes présents furent vues et partagées des centaines de millions de fois en quelques heures. Sur YouTube, la séquence complète atteignit 500 millions de vues en 24 heures, un record absolu pour un contenu politique. Les médias du monde entier, de CNN à la BBC de France 24 à Deutsche Welle, de NHK à Al Jazeera, parlèrent unanimement de la réponse française qui avait marqué l'histoire et de l'humiliation diplomatique du siècle. Les éditorialistes les plus respectés de la planète, ceux qui d'habitude restaient dans la retenue et la mesure, n'hésitèrent pas à parler d'un moment historique et d'un tournant dans les relations internationales. En France particulièrement, l'effet fut immédiat et d'une puissance inouïe.
Dans un pays qui traversait depuis des mois sa pire crise politique et sociale depuis mai 68, l'impact des 3 minutes de Lecornu fut littéralement révolutionnaire. Les manifestations cessèrent brutalement et spontanément dans toutes les villes du pays. À Paris, les leaders syndicaux eux-mêmes appelèrent à la suspension immédiate de tous les mouvements de grève. Philippe Martinez de la CGT, pourtant habitué à critiquer tous les gouvernements sans exception, déclara devant les caméras « Nous suspendons immédiatement et inconditionnellement tous nos mouvements sociaux. Monsieur Lecornu vient de redonner sa dignité et sa fierté à la France. Nous ne pouvons que saluer ce moment historique. » Laurent Berger de la CFDT d'ordinaire plus modéré fut encore plus explicite. Ce que nous venons de voir dépasse toutes les considérations politiques partisanes. Un homme de 39 ans vient de rappeler au monde entier ce que signifie être français. Nous sommes fiers de notre Premier ministre. Pour la première fois depuis des mois interminables, les Français de toute tendance politique, de toute classe sociale, de toute génération, étaient miraculeusement unis derrière leurs dirigeants. L'union sacrée était de retour comme au plus grand moment de l'histoire nationale. Dans les cafés, dans les bureaux, dans les écoles, dans les usines partout, on ne parlait que de ces 3 minutes extraordinaires qui avaient redonné son prestige à la France. En France particulièrement, l'effet fut immédiat et d'une puissance inouïe. Dans un pays qui traversait depuis des mois sa pire crise politique et sociale depuis mai 68, l'impact des 3 minutes de Lecornu fut littéralement révolutionnaire. Les manifestations cessèrent brutalement et spontanément dans toutes les villes du pays. À Paris, les leaders syndicaux eux-mêmes appelèrent à la suspension immédiate de tous les mouvements de grève. Philippe Martinez de la CGT, pourtant habitué à critiquer tous les gouvernements sans exception, déclara devant les caméras « Nous suspendons immédiatement et inconditionnellement tous nos mouvements sociaux. Monsieur Lecornu vient de redonner sa dignité et sa fierté à la France. Nous ne pouvons que saluer ce moment historique. » Laurent Berger de la CFDT d'ordinaire, plus modéré, fut encore plus explicite. Ce que nous venons de voir dépasse toutes les considérations politiques partisanes. Un homme de 39 ans vient de rappeler au monde entier ce que signifie être français. Nous sommes fiers de notre Premier ministre. Pour la première fois depuis des mois interminables, les Français de toute tendance politique, de toute classe sociale, de toute génération, étaient miraculeusement unis derrière leurs dirigeants. L'union sacrée était de retour comme au plus grand moment de l'histoire nationale. Dans les cafés, dans les bureaux, dans les écoles, dans les usines partout, on ne parlait que de ces 3 minutes extraordinaires qui avaient redonné son prestige à la France. Le lendemain de cette confrontation historique, Trump, incapable d'accepter sa défaite et son humiliation publique, tenta désespérément de reprendre la main et de sauver sa réputation par ce qu'il savait faire de mieux, une contre-offensive sur les réseaux sociaux. Dès 5h30 du matin, heure de Washington, il lança une série de tweets rageurs et de plus en plus délirants qui ne firent qu'aggraver considérablement sa situation déjà catastrophique. Lecornu est un raté total, un amateur complet. La France s'effondre complètement sous sa direction. Personne ne respecte ce petit pays fini. Très triste situation. Les Français méritent un vrai leader, pas ce gamin incompétent. L'Amérique reste le leader du monde libre. Fake news partout sur moi. Mais chaque tweet, au lieu de restaurer son image, ne faisait qu'aggraver son humiliation de façon exponentielle. Les réponses étaient absolument impitoyables et d'une créativité cruelle, reprenant systématiquement les meilleures phrases de Lecornu pour ridiculiser encore plus le président américain. Emmanuel Macron répondit même personnellement « Monsieur Trump, quand on vient d'être magistralement remis à sa place par notre Premier ministre, le silence est d'or. Apprenez la leçon. » Cette réponse du président français fut retweetée 15 millions de fois en quelques heures. Plus Trump s'agitait sur Twitter, plus il confirmait l'image du leader impulsif, incontrôlable et indigne que Lecornu avait magistralement dressé de lui devant le monde entier. Ses propres conseillers en communication, paniqués par cette spirale autodestructrice, tentèrent en vain de lui confisquer son téléphone et de le convaincre de se taire. Mais Trump, dans sa fureur et son dépit, était devenu incontrôlable. Une semaine plus tard, lors d'une interview exclusive accordée à CNN et diffusée en prime time dans le monde entier, le journaliste Anderson Cooper demanda directement à Lecornu ce qu'il avait ressenti pendant cet échange historique qui avait marqué à jamais les relations internationales. « Vous savez, Anderson, répondit-il avec ce sourire tranquille et cette élégance naturelle qui était devenue sa marque de fabrique internationale, j'ai simplement dit la vérité, rien de plus, rien de moins.
Et parfois, la vérité fait mal à entendre, mais c'est absolument nécessaire. On ne peut pas laisser l'approximation, le mensonge et l'arrogance dicter les relations entre nations démocratiques. Mais regrettez-vous la dureté de vos propos envers le président américain? Insista le journaliste visiblement fasciné par le calme olympien de son interlocuteur. Non, absolument pas, répondit le cornu sans la moindre hésitation et avec une fermeté qui impressionna les téléspectateurs du monde entier. On ne doit pas laisser quelqu'un insulter et humilier son pays sans réagir fermement. La France mérite le respect, et si certains dirigeants l'oublient, nous sommes là pour le leur rappeler avec la force et la clarté nécessaires. C'est notre devoir de représentant du peuple français. Cette interview fut vue par plus de 500 millions de personnes dans le monde entier, battant tous les records d'audience pour un contenu politique international. Le cornu était officiellement devenu une star planétaire, le symbole d'une Europe qui n'avait plus peur de tenir tête à l'Amérique trumpiste et de défendre ses valeurs avec fierté et détermination. Dans les universités du monde entier, de Harvard à Oxford, de la Sorbonne à Tokyo, les étudiants étudiaient déjà cet échange comme un cas d'école de communication politique et de diplomatie moderne. 6 mois plus tard, quand des instituts de sondage internationaux demandèrent à des étudiants de 50 pays différents de citer le discours politique qui les avait le plus marqués au cours de l'année écoulée, 73% mentionnèrent spontanément la réponse de l'écornu à Trump au G20 de Rio. Le premier ministre français était définitivement entré dans l'histoire en seulement 3 minutes, prouvant au monde entier qu'avec de l'intelligence, du courage, de la préparation et une connaissance parfaite de ces dossiers, on peut changer la donne face aux plus puissants et renverser tous les rapports de force établis. L'impact géopolitique de ces 3 minutes dépassa toutes les prévisions et analyses des experts internationaux. L'Union européenne, qui traversait depuis des années une crise de leadership et de crédibilité face aux États-Unis, retrouva soudainement une voix forte et respectée sur la scène internationale. Angela Merkel, qui préparait son départ de la chancellerie allemande, déclara publiquement que la France avait redonné sa fierté à l'Europe tout entière. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, salua un moment historique pour la souveraineté européenne. Même des dirigeants de pays traditionnellement pro-américains, comme le Premier ministre britannique ou le président polonais, rendirent hommage au courage et à la dignité du Premier ministre français. Cette reconnaissance internationale unanime eut des conséquences diplomatiques concrètes et durables. Dans les mois qui suivirent, la France retrouva une influence internationale qu'elle n'avait plus connue depuis des décennies. Les invitations officielles affluèrent du monde entier. Le président chinois Xi Jinping invita personnellement Le Cornu à Pékin pour des consultations stratégiques au plus haut niveau. Le président russe Vladimir Poutine, malgré les tensions liées au conflit ukrainien, demanda un entretien privé avec l'homme qui avait tenu tête à Trump. Même des pays africains habituellement plus proches des États-Unis sollicitèrent des rencontres bilatérales avec le Premier ministre français. Aujourd'hui, encore plus de 2 ans après cette confrontation légendaire, cet échange historique entre l'écornu et Trump est systématiquement étudié dans toutes les écoles de diplomatie du monde entier, comme l'exemple parfait de la façon dont un dirigeant intelligent et préparé peut défendre son pays avec dignité, efficacité et élégance face à un adversaire plus puissant militairement et économiquement. À l'École nationale d'administration à Sciences Po Paris, à la Kennedy School de Harvard, à la London School of Economics, partout les professeurs de relations internationales utilisent cette séquence vidéo comme cas d'étude de référence. Dans les manuels de communication politique les plus prestigieux, les 3 minutes de Le Cornu sont devenues un chapitre obligé intitulé « Comment renverser un rapport de force par la seule force de l'intelligence et de la vérité ». Et quand on demande aujourd'hui à Sébastien Lecornu, devenu depuis une figure respectée de la politique internationale, quel conseil il donnerait aux jeunes leaders qui doivent affronter des adversaires plus puissants qu'eux, il répond toujours exactement la même chose avec cette simplicité qui fait sa force. Préparez-vous méticuleusement, restez parfaitement calme quoi qu'il arrive, et n'oubliez jamais que la vérité factuelle et documentée est la plus puissante et la plus redoutable des armes diplomatiques. Face à l'arrogance et au mensonge, seule la vérité peut triompher durablement. Ces mots prononcés avec la sagesse de l'expérience sont maintenant gravés à l'entrée de l'Institut diplomatique français et inspirent quotidiennement des centaines de futurs ambassadeurs et négociateurs.
Car au-delà de la politique et de la géopolitique, au-delà même des enjeux franco-américains, cette confrontation historique a démontré quelque chose de fondamental sur la nature humaine et les relations de pouvoir que l'intelligence bien préparée peut toujours triompher de la force brute, que l'élégance peut vaincre la brutalité et que la vérité même dérangeante reste plus forte que tous les mensonges du monde. 3 minutes qui ont changé l'histoire des relations internationales modernes, 3 minutes où un homme de 39 ans a rappelé au monde entier que la France ne se laisse intimider par personne, pas même par le président des États-Unis d'Amérique. 3 minutes qui resteront à jamais gravées dans la mémoire collective mondiale, comme le moment où David a terrassé Goliath avec pour seules armes l'intelligence, la préparation, l'élégance et la vérité. 3 minutes de pur génie diplomatique français.